fréquenté des soirées libertines pour combler les fantasmes de ces derniers. Elle aurait été humiliée à plusieurs reprises. Quant aux enfants du couple, ainsi que les filles de Mélanie, ils ne sont pas épargnés par ce climat de violence et de perversion. Alors ce 3 août 2017, Mélanie rassemble toutes ses forces pour mettre fin à cet enfer et dépose plainte à l'encontre de Frédéric pour des violences. Avant d'accueillir Mélanie sur notre plateau, avant d'écouter les enregistrements qui ont été faits par sa propre fille, retour sur cette douloureuse histoire qui avait pourtant si bien commencé. Nous sommes à Tourcoing, dans le nord de la France, en juillet 2012. C'est ici que vit Mélanie, 28 ans, aide-soignante en psychiatrie. Elle est maman de 2 petites filles, de 3 et 5 ans, mais vit séparée de leur papa. Depuis quelques jours, elle échange sur Internet avec un homme que nous appellerons Frédéric. C'est un ancien militaire de 36 ans. Et dès les premiers échanges, c'est le coup de foudre. Frédéric est charmant et il semble être stable et digne de confiance. Rapidement, après les premiers émois, le trentenaire s'installe chez Mélanie. La jeune femme vit un rêve éveillé car Frédéric est aux petits soins. Il l'emmène au restaurant et lui fait reprendre confiance en elle. Sauf qu'il ne va pas tarder à lui montrer un tout autre visage. Au bout de quelques semaines, Frédéric aurait contraint Mélanie à fréquenter des soirées libertines en prétextant que cela ferait du bien à leur couple. La jeune femme cède, par amour. Mais bientôt, Frédéric va plus loin et il lui aurait imposé des rapports sexuels avec des inconnus qu'il fait venir à leur domicile le soir, en pleine semaine, alors que les enfants dorment parfois à côté de Mélanie. Mais la jeune femme, sous l'emprise de cet homme charismatique, s'exécute à chaque fois pour lui faire plaisir. En avril 2013, la relation se détériore encore un peu plus. Alors que Mélanie est enceinte de leur premier fils, les premiers coups tombent parce qu'elle s'oppose à son compagnon dans une discussion où, lors d'une dispute, la jeune femme se serait faite frapper et étrangler. La naissance de leur premier fils ne changera rien. Mélanie aurait subi cette violence psychologique et physique quotidiennement. Et le pire, c'est que son conjoint s'en serait pris également aux enfants, comme cette fois où il aurait mis des pattes dans le nez de sa fille aînée parce qu'elle ne mangeait pas assez vite. Ou quand il aurait déchiré le doudou de la plus petite devant ses yeux. En 2014, Mélanie est à nouveau enceinte, cette fois-ci de jumeaux. Ils naissent prématurés en octobre 2014. Toute la famille déménage alors dans une maison de campagne un peu isolée. À plusieurs reprises, Mélanie aurait trouvé le courage d'alerter les forces de l'ordre sur son calvaire. Ses blessures seront constatées par des médecins. Mais au moment de porter plainte, la jeune femme, terrifiée par son conjoint et les menaces de mort qu'il profère à son égard, se rétracte à chaque fois. Mais les violences ne font qu'augmenter. Frédéric s'en serait même pris aux jumeaux, en les frappant et en les insultant. Convaincue qu'elle doit protéger ses 5 enfants, la jeune mère de famille finit par le quitter définitivement le 1er août 2017. Le 3 août 2017, elle dépose plainte au commissariat pour des violences physiques sur mineurs de moins de 15 ans. La jeune maman est alors accueillie par un ami avec ses enfants. Quant à Frédéric, placé en garde à vue le jour même en fin d'après-midi, il a été relâché le lendemain midi. Il a été mis en examen pour violence sur conjoint et mineur de moins de 15 ans. Alors, Frédéric sera-t-il condamné? Mélanie va-t-elle réussir à se reconstruire? Et qu'adviendra-t-il des enfants?
Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Mélanie. Bonjour Monsieur Morandi. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Bonjour Sophia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes militante féministe et vous êtes soutien de Mélanie et Exact. vous allez l'aider à témoigner parce que je sais que c'est un moment compliqué pour vous, mais vous avez voulu le faire parce que c'est important pour vous de raconter votre histoire. On va commencer par la rencontre avec cet homme qu'on a décidé d'appeler Frédéric. Vous l'avez rencontré en juillet 2012 sur un site de rencontre? Oui, c'est ça, oui. Je l'ai rencontré. Ça a été un peu lent. Et après, il m'a demandé une invitation sur Facebook. Et là, j'ai pu apercevoir ses photos en étant militaire. Voilà, je me suis sentie tout de suite rassurée, mis en confiance. Il trouvait les bonnes paroles. Et en fait, je me suis énormément trompée. À l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte il y avait beaucoup de signes qui faisaient que j'aurais dû voir les choses et j'ai pas vu. Enfin, j'étais tout de suite tombée sous son charme. Alors ça, c'est en juillet. Oui. Et très vite, dès la fin de l'été, il va emménager chez vous. Oui, il a commencé à laisser des affaires chez vous. Oui, c'est ça. Il a commencé en septembre à s'installer chez moi à Tourcoing. Ma maison, elle est en travaux, donc ça lui plaisait pas trop. Donc il a voulu déménager juste à côté dans une autre maison. Et, chose que j'ai fait, j'ai accepté et je l'ai suivi, Donc vous vous retrouvez à vivre ensemble. Oui, c'est ça. Et assez vite, il y a un premier problème qui va surgir parce que vous découvrez une conversation sur une tablette. C'est ça, oui. Il y avait une conversation avec une dame où, elle lui faisait, il y avait des propositions basées énormément sur le sexe, assez, moi. De sa part ou de la sienne? De sa part. Et lui, il me disait que c'était elle qui avait pris contact avec lui. Et quand j'ai revu la discussion qui était mise dans les archives, je me suis aperçue bien 2 ans plus tard que c'était lui qui avait pris contact avec elle. Il m'avait menti en fait tout ce temps. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Vous avez envie d'arrêter ou... Je lui dis, mais tu t'es fichu de moi, tu m'as menti, et il savait pas trop quoi dire, il essayait un peu d'éviter le sujet. Il me dit mais non, je voulais prendre de ses nouvelles. Vraiment, il évitait rapidement le sujet, Vous lui pardonnez? Oui, oui. Parce qu'il m'avait déjà aussi fait rentrer dans ce milieu, où moi, c'est ça. Moi, je voulais pas à la base. Il avait une discussion aussi. J'ai surpris une discussion avec une fille où il se plaignait que moi, j'étais pas libertine. Elle disait mais elle t'a pris comme ça. Elle devrait accepter que tu sois libertine avec elle, c'est comme un accord. Vous faites des soirées avec lui. Vous allez à la rencontre d'autres couples, en fait, c'est ça? C'est ça. Au début, c'est dans des clubs libertins, et puis vite, c'est arrivé où ça s'est passé à la maison. Je rentrais du travail, une fois, j'étais dormir, je rentrais du travail, je monte en haut dans ma chambre, mes enfants me rejoignent. Il avait invité un ami à lui de l'armée chez moi, et d'un seul coup, je sens un homme sur moi. Il sentait la cigarette, sauf que cet homme ne fume pas en fait. Mon ex-compagnon ne fumait pas. Et j'ai tout de suite j'ai tout de suite compris que c'était pas lui qui était sur moi. J'ai demandé à mes enfants d'aller dans leur chambre, d'aller se coucher. Mais c'est-à-dire, on vous demande même pas votre avis? Non. Non, il est monté. Après, mon ex-compagnon est venu me rejoindre dans la chambre. Il est monté et puis voilà. Et puis c'était des photos, des vidéos, voilà. Et pourquoi vous ne dites rien à ce moment-là? Par amour? C'était par amour. J'avais perdu toute estime de moi. J'avais perdu le contrôle de moi, de mon corps. Je me sentais, plus rien, plus personne. J'obéissais simplement. Et puis les choses vont aller encore plus loin. C'est en mars-avril. De 2013. Cette fois-là, c'est les coups. Ah oui, j'étais enceinte, une dispute banale, vraiment très banale. Là, il est arrivé sur moi, il a commencé à me mettre des claques, à me faire un croche-pied, à mettre des coups de poing, et puis il m'a étranglée, mais bien fort, Alors que vous étiez enceinte? Alors que j'étais enceinte. Je me suis relevée, et moi, mon réflexe, c'était la première fois qu'on levait la main comme ça sur moi. Moi, je l'ai poussé, j'ai dit, mais tu fais quoi? Puis là, il a pris son téléphone, il fait les pompiers, le numéro des pompiers. Il dit, venez chercher ma femme, elle est complètement hystérique. Alors, j'ai pris mes clés de voiture, je suis partie, j'étais voir 2 amis qui ont constaté, j'avais vraiment les traces bleues autour du cou, j'étais vraiment bien arrangée, Il essayait de vous faire passer pour la coupable, en fait. C'est ça, oui. Que vous étiez devenue folle et qu'il avait essayé de vous calmer. C'est ça. Donc moi, dès qu'il a appelé les pompiers, j'ai pris mes affaires et mes clés et je suis partie, Et je me suis réfugiée chez une amie. Puis après, il y en a une autre qui est venue nous rejoindre. Avant de rencontrer Frédéric, vous avez eu 2 filles. C'est ça. Il frappait également votre fille aînée, je crois?
Oui, il frappait énormément ma fille aînée. Hein. Il a commencé, c'était le 25 août 2013, hein, parce que bon, elle n'arrivait pas à lire. Hein, elle était en CP. Hein, et elle avait 5 ans. Hein. C'est ça, voilà. Et comme c'est que c'était pas suffisant, en fait, il commence à lui tirer les cheveux, à lui mettre des claques et tout ce qui s'ensuit. Il a fait, moi, je m'interpose, donc il a fait monter dans sa chambre. Il s'en reprend à elle, à lui mettre des claques et tout ce qui. Donc moi, pareil, je m'interpose en étant enceinte. Hein. Et là, il voyait que je m'opposais à lui. Il a été vers son lit et il a pris son doudou de naissance et il a arraché devant ses yeux. Il l'a arraché. Moi, dans la nuit, les traces, elle avait des traces partout, noires, les oreilles, le visage. Moi, dans la nuit, j'ai recousu son doudou. Elle était dans mon lit, je l'avais installée dans mon lit, je veillais sur elle, j'étais perdue, j'étais pas bien, j'avais peur. Et lui, il m'a demandé de m'aider pour recoudre son doudou. Et moi, je lui ai dit non, laisse-moi tranquille. T'as vu l'état de ma fille? Et c'est le lendemain ou le surlendemain, hein, 2 jours après, pour essayer de se faire pardonner, il nous a amenés à la foire, quoi, de Lille. Je pense que, on était tellement, moi j'étais tellement triste de voir ma fille comme ça que moi je suivais, mais c'est pas ce qui retirait ma douleur de voir ma fille comme ça. Mais vous lui pardonnez? À ce moment-là, oui. Enfin, j'étais en colère, j'étais quand même sous l'effet de la colère et il s'excusait vraiment. Puis moi, je cédais, J'avais peur. J'étais en train de divorcer, je venais de divorcer. Vraiment, c'était compliqué. Votre fille, vous disiez quoi? Ma fille, elle me regardait, elle pleurait. Et qu'est-ce que vous lui disiez, vous? Je dis maman, elle est là, ça va aller. J'essaie de l'isoler de lui. La protéger. Je m'occupais d'elle vraiment pour plus qu'il y ait contact direct avec elle, qu'elle soit toujours à côté de moi. Ça va arriver à plusieurs reprises? Oui. Ces coups? Oui. Vous portez plainte? Vous allez voir la police? Vous faites quelque chose? Pour mes filles, même mes garçons, j'avais jamais été jusqu'au premier, au 1er et au 2 août. Mais sinon non, j'avais jamais été. Moi, j'ai été plusieurs fois à l'hôpital faire constater des coups où il me frappait devant les enfants, il me mettait par terre, vraiment. Et à un moment, j'ai même perdu conscience pour pas que j'appelais la police. Il avait pris mon téléphone dans ma poche. En fait, je me suis réveillée, j'étais sur le fauteuil, il me mettait des claques. Et quand j'ai eu la force de me relever et de partir, j'étais à l'hôpital. J'ai fait 2 certificats tout le long de ma vie commune avant d'aller déposer plainte. Mais j'ai jamais été déposer plainte pour ces certificats que j'ai en ma possession. Malgré tout, vous allez à un moment déposer plainte dans un commissariat, c'est ça? C'est le 3 août. En 2017. Oui, le 3 août 2017. En fait, le 1er août, il s'en est pris à ma fille, devant les enfants, devant ça. Il y avait sa mère. Hein, il la frappe à nouveau? Ah, il la frappe. Elle a eu des dents définitives de cassées. C'était coup de pied, coup de poing. Moi, j'étais en train de coucher les jumeaux. J'entends ma fille gémir. J'ai couru dans le salon et tout le monde est en train de regarder la scène, dont sa maman. Il y a personne qui a bougé. Moi, j'ai commencé à hurler. Enfin voilà, à les séparer. Et je suis retournée dans la chambre et bon, comme il me faisait toujours passer pour folle ou menteuse, j'ai pris mon téléphone et j'avais pris cette habitude à enregistrer. Je suis retournée dans le salon et là, après l'avoir tabassé, il n'y a pas de mots, il l'a mis dehors à 10 ans. On l'entend dans l'enregistrement où il l'a mis dehors, il venait de la tabasser, il l'a mis dehors. Sa mère, voilà, elle disait rien, elle le défendait presque. Je trouve ça, C'est sur les conseils d'un ami policier que vous allez, vous allez porter plainte. À un moment, vous partez de chez vous? Oui, j'étais à l'hôpital le 2 août, du coup, après, qui m'ait frappé moi, le 2 août, dans la nuit du 2 au 3, j'étais à l'hôpital, et c'est le 3 où j'étais devant une pharmacie avec ma fille, je la gardais aussi avec moi, toujours avec moi, et là, j'ai mon ami policier qui m'appelle et qui me dit, mais t'attends quoi? T'attends qu'il tue un de tes enfants? T'attends qu'il te tue toi? Prends tes affaires et pars, prends tes enfants, va déposer plainte. Et c'est ce qui m'a donné le courage. J'ai attendu qu'il partait faire des papiers pour sa mère, et je suis partie. J'ai pris mes enfants et je suis partie. Alors en septembre 2017, vous pensez que vous êtes à l'abri de votre ex-conjoint, vous pensez que vous êtes à l'abri de souffrances supplémentaires et vous allez replonger dans l'horreur car un soir, votre fille qui est à ce moment-là âgée de 8 ans va vous révéler l'indicible. Vous avez enregistré ce soir-là ce qu'elle vous a dit. On va entendre un extrait des propos de votre fille. Alors attention, la séquence que vous allez entendre, le témoignage de la fille de Mélanie, cette séquence est dérangeante à ne pas écouter par tout le monde bien évidemment. Donc si vous avez des enfants à côté de vous, il vaut mieux les éloigner car c'est une séquence très dure à entendre. Le 24 septembre 2017, Mélanie, qui attend le procès de son ex-compagnon pour violence,
va tomber de haut. Un soir, alors que la jeune maman est en train de préparer le repas, la plus jeune de ses filles lui fait une révélation horrible. La fillette de 8 ans lui raconte alors, avec ces mots, que Frédéric lui aurait fait des trucs. Mélanie a immédiatement le réflexe de saisir son téléphone portable et déclenche l'enregistrement. J'avais peur de te le dire ce qu'il m'a dit, sinon je vais à la police, alors j'ai peur qu'elle me compte et je l'ai jamais dit. Je dis mais papa, toi ta maman comme amoureuse. Il dit oui mais j'ai maman mais toi aussi. Mathilde, sa grande sœur, se confie à son tour. Elle raconte que son beau-père se serait frotté à elle et lui aurait demandé de danser nu devant lui, ou encore qu'il aurait mis sa main dans sa culotte. Mélanie est effondrée et dès le lendemain matin, elle emmène ses filles chez les gendarmes pour déposer plainte. Elle les conduit également chez un médecin légiste qui confirme qu'il y a bien eu viol sur la plus jeune des filles. Elle aurait été contrainte à pratiquer des fellations. En parallèle, la procédure judiciaire pour les faits de violence se poursuit. Et le 31 mai 2018, Frédéric est condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 4 mois de prison avec sursis. Mais la juge n'a pas encore pris en compte la plainte pour viol sur mineur. D'ailleurs, l'enregistrement transféré par Mélanie n'aurait même pas été écouté, car le matériel informatique du juge ne serait pas à jour. La descente aux enfers de Mélanie n'est pas terminée, puisque Frédéric a obtenu la garde partagée de ses fils et il continuerait de provoquer la jeune femme en lui envoyant des messages d'insultes. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Mélanie toujours avec nous et Sophia, militante féministe et soutien de Mélanie. Mélanie, j'ai vu que c'était très dur pour vous de entendre les mots de votre fille. Oui. C'est la première fois où elle vous le disait quand vous avez eu le réflexe de l'enregistrer. C'est ce qu'on vient d'entendre et on entendra un autre extrait dans un instant. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça ? J'avais 2 témoins qui étaient à la maison, je les avais invités à manger, et puis bon, ma fille, elle commence à me dire, maman, je peux te dire quelque chose? Je dis, bah, dis-le-moi. Elle me dit, non, mais je veux qu'on sorte. Je dis, non, dis-le-moi dans mon oreille. Je pense encore une dispute entre frères et sœurs. Et elle insistait, je dis, bon, on va dehors. Elle a commencé à parler. Moi, je suis tout de suite rentrée, j'ai pris mon téléphone, je suis ressortie, et là, elle a commencé à se livrer. Je suis rentrée chez moi. Je vais vous dire ma réaction. Les 2 personnes qui étaient avec moi, elles ont essayé de me contenir. J'ai retourné ma maison, j'ai lancé des chaises, j'hurlais. Et là, j'ai ma deuxième fille qui me regarde, qui dit, mais maman, moi aussi, m'a fait des choses. Et je continue à hurler. Je suis sortie dehors, j'ai pris mon téléphone et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait fait avec mes filles. Je lui ai demandé des réponses. Enfin, je voulais savoir la vérité. Il me dit, j'ai rien fait à tes filles, je vais aller déposer plainte. Voilà, un peu des menaces. Hein. Moi, je suis rentrée, je hurlais et j'ai mon ami qui a appelé. Bon, au lieu d'appeler au début la police, il a appelé le SAMU. Il était perdu mon amie, elle me contenait. Et après, bon, ils ont appelé les gendarmes. Ils sont venus. Ils ont auditionné mes filles chacune à leur tour dehors. Et là, ils sont rentrés. Ils m'ont dit, mais madame, demain, n'attendez pas et venez tout de suite déposer plainte. Et c'est chose que j'ai faite. Voilà. Vous aviez des doutes ou jamais? Jamais. J'ai jamais rien vu. Ça se passait même à côté, dans une pièce à côté. J'ai jamais rien vu. Rien. Il était... Moi, je pensais... J'avais confiance en lui. Confiance. C'était quand même le père de mes fils. C'était mon compagnon. Sophia, quand on entend l'histoire de Mélanie, ce qui est terrible, c'est qu'on a le sentiment aussi d'une solitude, au fond. Complètement. D'une femme qui se retrouve seule avec ses enfants et face à cet homme qui a une emprise énorme sur elle. Et lui va aller au bout de l'horreur dans son comportement. On a la sensation, en fait, que c'est en roue libre. Et je crois que Mélanie, en prenant la parole, elle reprend le contrôle de sa vie. Elle met des mots dessus. Ça lui permet aussi d'identifier. La première fois que j'ai eu Mélanie au téléphone, elle n'arrivait même pas à identifier un viol. Elle réalisait même pas ce qui s'était passé pour elle. Le fait qu'on l'utilise comme un objet sexuel sans son consentement, pour elle, c'était normal. Il y avait plus de limite, il y avait plus de... Elle était à un endroit de douleur, de souffrance. Je me rappelle,
quand je l'ai eu au combiné, il y avait quelque chose de l'ordre du déversoir. C'est-à-dire qu'elle me racontait horreur sur horreur sur horreur et j'arrivais pas à l'arrêter. Elle était en flux tendu. Et c'était... Donc moi-même, donc je suis militante féministe, donc j'ai un parcours engagé et je viens en contact de femmes qui subissent des violences et j'essaie de les aider à ma manière, en les écoutant, en les marrainant, en leur apportant mon soutien. Mais ce qui est étonnant, Sophia, c'est que dans le cas de Mélanie, elle a eu un réflexe que beaucoup de femmes n'ont pas parce qu'elles sont prises dans la violence, dans l'horreur. Elle a eu le réflexe de tout enregistrer. Et on aurait pu se dire qu'avec ça, les choses allaient beaucoup plus vite. On va écouter dans un instant un extrait d'enregistrement où justement vous êtes avec Frédéric et il vous tape, il tape votre fille. On peut se dire qu'avec ça, c'est quand même des éléments de preuve. Alors, c'est pas des accusations parce que c'est le tribunal qui accuse et qui juge de la culpabilité. Mais enfin, c'est des indices, on va dire. Ça instruit des plaintes, oui. Et pourtant, ça, les choses traînent. Mais parce que la justice est sourde. Aujourd'hui, on est quand même à tous les 2 jours un féminicide. Les femmes ne sont pas entendues quand elles dénoncent des violences. La justice est complètement sourde et laisse faire. Et je pense qu'il faut croire les femmes, il faut croire les enfants. Sabrina Philippe, on a cette violence sur Mélanie, on a ce que dit cette petite fille là, avec ses mots, et voilà, enfin, on va dire les choses, c'est qu'on a pris juste un petit extrait court, parce que vraiment, on peut pas passer, on peut même pas écouter. Honnêtement, on peut même pas écouter ce que dit votre fille, parce que c'est insupportable. Voilà, donc c'est que même nous, on n'a pas voulu tout écouter. Comment réagir face à ça, dans sa tête, quand on est Mélanie, quand on... Toute la difficulté, c'est pour ça que c'est difficilement compréhensible, et c'est ça qu'il faut bien expliquer, c'est que on rentre dans ces histoires sans s'en apercevoir, comme je dis souvent, et puis il y a souvent un manque d'estime de soi déjà à la base. On n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en son jugement. Et vous êtes à la rencontre, enfin vous faites la rencontre d'un homme qui va aller dans ce sens et qui va donc vous, voilà, peu à peu vous enlever le peu d'estime de vous-même que vous avez. Vous n'êtes plus capable à un moment de penser normalement. C'est un peu comme un embrigadement sectaire, c'est-à-dire vous n'avez plus vos réflexes de pensée, de sauvegarde, et vous glissez dans l'horreur peu à peu. Et les enfants glissent aussi, avec malheureusement le parent, et vous n'avez plus ce discernement, vous avez perdu tout discernement, en fait. Et je pense que cette façon d'enregistrer que vous aviez, c'est parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui vous disait mais c'est pas normal tout ça, c'est pas normal ce qui se passe. Et vous saviez au fond de vous que c'était pas normal, sans avoir, et puis vous avez perdu des forces petit à petit, sans avoir la possibilité de vous en sortir. Voilà. C'est bien souvent qu'on arrive à des situations extrêmes, et souvent on reçoit aussi ces femmes ici sur le plateau qui arrivent à une situation extrême en se disant mais là c'est la sonnette d'alarme ultime où il faut partir, après c'est la mort. Après c'est vraiment l'agression qui va jusqu'à la mort. Vous avez donné un enregistrement également où, je l'ai dit, c'est Frédéric qui frappe votre fille. Ça s'est passé, avant qu'on l'écoute, ça s'est passé dans quelles circonstances? C'est, je crois, l'enregistrement du 14 juin 2017. En fait, lui, il a perdu son papa le 12 juin. Le 14, il me dit, les enfants, on les avait couchés dans la chambre. Il dormait à 5 dans la chambre, dans la même chambre. On était chez sa maman. Et il me dit, viens, on va promener le chien, ça nous fera du bien, juste en bas de l'appartement. Je dis, au début, je voulais pas trop. Après, je dis, bon, allez, on y va. Oui, je l'ai suivi. Et quand je suis remontée, en fait, j'ai vu la lumière de la chambre des enfants allumée. Moi, je me dis, je vais gérer la chose parce que s'il gère, ça risque de mal tourner. Je savais très bien. Donc, je vais dans la chambre et là, je vois une de mes filles avec de la tapisserie dans les mains. Et je lui dis, mais c'est quoi? Elle dit, c'était son frère qui avait arraché la tapisserie. Lui, il est arrivé derrière, pas une ni deux. Hein. Il est arrivé, il m'a poussé, il a commencé à prendre Ernesta, il lui a mis des claques, il l'a jeté par terre sur le carrelage d'une violence extrême. Et il est parti dans une autre pièce. Moi, pareil, réflexe. J'ai pris mon téléphone et c'est là qu'on entend, en fait, il revient et il s'en prend à moi. On entend mon fils un peu, il bougeait pas du carrelage et quand il est revenu, on l'entend pleurer de peur. Et après, il s'en prend à moi devant mes enfants. Alors on va écouter cet extrait, encore une fois, parce que c'est insupportable à écouter en entier. On en a juste sorti 13 secondes, juste pour vous rendre compte de la violence, et pour en diffuser malgré tout le moins possible, parce que franchement, c'est très dur à écouter. T'es même pas capable de leur mettre des tapes dans la gueule, tes bombes de merde. Mais comment tu les tapes? Tu veux que je fasse quoi? Ta gueule, comment je les tape? Toi, tu fais quoi pour eux? Arrête! Tu fais quoi? Tu fais quoi?
face à cette violence? C'est dur. Je m'interposais toujours pour pas que mes enfants ils subissaient. Et mais le souci c'est qu'ils étaient là, donc ils voyaient aussi maman subir devant eux. Et c'est dur de réentendre tout ça tout le temps. Ah, je précise que Oui, vous mais nous avez donné ces enregistrements. Oui, non, et mais vous- moi, je les écoute chez moi. Ça me fait prendre aussi conscience un peu que ça a été grave. Mais moi, Vous avez envie que les gens se rendent compte, c'est pour ça oui, que vous avez mais moi, envie je qu'on les diffuse écoute même ces chez moi. Voilà. enregistrements. Chez moi, je les écoute pour me rendre compte, en fait, l'extrême violence des choses. Et encore une fois, on a juste passé 13 secondes et même ces 13 secondes sont à la limite du supportable, honnêtement, parce que on imagine ce qui se passe après, surtout. Oui. C'est surtout ça. Bah, il nous a mis tous dehors. Hein. Il y a un de mes fils qui dit « Maman, j'ai peur de papa ». Il répète plusieurs fois « J'ai peur de papa, j'ai peur de papa ». Sabrina Philippe, Mélanie dit je réécoute ces enregistrements. C'est bien de se replonger comme ça dans ces moments-là. C'est pas une question que ce soit bien ou pas, c'est que c'est une nécessité de prendre conscience de la gravité des faits qui arrivent tellement progressivement qu'on ne s'aperçoit plus que c'est si grave. Et en effet, c'est très grave. Voilà. Je crois que c'est vraiment bien d'avoir diffusé ces enregistrements-là, parce que il y a des femmes aussi qui vivent ça sans se rendre compte qu'il y a de la violence, en fait. Et d'autant plus souvent quand on a été, alors c'est peut-être pas votre cas, je ne sais pas, mais quand on a été élevé dans la violence, c'est-à-dire qu'on est élevé dans la violence et on retrouve un climat de violence familiale. C'est pas une question que ce soit bien ou pas, c'est que c'est une nécessité de prendre conscience de la gravité des faits qui arrivent tellement progressivement qu'on ne s'aperçoit plus que c'est si grave. Et en effet, c'est très grave. Voilà. Je crois que c'est vraiment bien d'avoir diffusé ces enregistrements-là, parce que il y a des femmes aussi qui vivent ça sans se rendre compte qu'il y a de la violence, en fait. Et d'autant plus souvent quand on a été, alors c'est peut-être pas votre cas, je ne sais pas, mais quand on a été élevé dans la violence, c'est-à-dire qu'on est élevé dans la violence et on retrouve un climat de violence familiale et on a l'impression que c'est normal, cette violence, elle fait partie du climat familial. On se rend pas compte que non. Voilà, et que les enfants en souffrent énormément. Je vous cache pas qu'on a beaucoup hésité avant de les diffuser. 10 minutes encore avant l'émission, on se demandait si on allait passer ou pas ces enregistrements, mais voilà, je sais que vous le souhaitiez. Oui, Et si ça peut aider d'autres femmes aussi. Et Sophia, peut-être un mot aussi sur cette violence, sur ces enregistrements. Mais je crois qu'en fait, ça devient mécanique. Il y a une forme de déni. Toutes les femmes que je rencontre, elles ont envie de changer la donne. Elles pensent qu'elles vont pouvoir sortir de cette situation en pactisant, en essayant de trouver des solutions. Et en fait, non. C'est pas possible, en fait. Et c'est important de diffuser ça et de dire aux femmes qui subissent des violences de partir tout de suite, de pas laisser traîner, de s'en aller au premier coup, à la première claque, à la première insulte. Et malgré tout, il y a des choses dans votre affaire qui, moi, me laissent sans voix quand on apprend que, par exemple, sur le témoignage de votre fille sur les violences sexuelles qu'elle aurait subies, quand on apprend que la justice ne peut pas écouter ces enregistrements, et on l'expliquait tout à l'heure, parce que elle n'a pas les moyens techniques, c'est ça? Enfin, ça me paraît tellement aberrant. Et expliquez-nous ce qui se passe autour de cette histoire d'enregistrement. Ah bah, j'ai donné, mon avocate, elle avait donné les enregistrements. Et bon, apparemment, la juge, elle a écrit dans son compte-rendu que malheureusement, son logiciel n'était pas mis à jour, donc elle ne pouvait pas écouter ces enregistrements. Pareil sur sa condamnation, c'était sur la même feuille, il était condamné pour moi et ma fille. La juge des enfants, elle a vu sa condamnation pour moi, mais elle exclut les enfants, alors qu'il a été aussi condamné pour ma fille. Alors, je vous cache pas, objectivement, quand on a su ça, on s'est dit c'est pas possible. Et Charlotte Durand, rédactrice de l'émission, on a vu les documents officiels et on confirme absolument ce que vous dites. On confirme, Charlotte, que effectivement la juge dit que les ordinateurs du tribunal sont pas à jour, c'est ça? C'est écrit noir sur blanc que, en gros, c'était dans l'impossibilité technique d'écouter correctement ces enregistrements. Faute d'une mise à jour. Faute, voilà, d'une mise à jour, d'un matériel adapté, qu'ils auraient pu écouter que les 2 premières minutes et l'autre qui était illisible par rapport à leur matériel dont ils disposaient. Maître Florence Roas, on est un peu sidéré quand on entend ça. Oui, il s'agit du juge d'instruction qui a dit ça, qui a C'est le juge des enfants.
D'accord. Parce que de toute façon, oui, c'est vrai, c'est pas un argument. Par ailleurs, c'est vrai que elle aurait très bien pu, la juge elle-même, adresser ce document à un expert ou un huissier lambda qui aurait consigné ça sur un procès-verbal. De même que vous pouvez le faire, madame. Vous pouvez très bien, accompagné par votre avocat, vous adresser à un huissier qui dresse un procès-verbal de constat en entendant, en écoutant l'enregistrement et qui rapporte sur son point par point tout ce qui est dit. Mais complètement, qui rapporte et vous transmettez le document au magistrat. Donc de toute façon, vous pouvez contrecarrer l'attitude un petit peu curieuse du magistrat. Mais vous savez, Jean-Marc... Ce qui est étonnant, je dis une chose quand même, c'est que nous ici, on a eu cet enregistrement, on a pu l'écouter, on peut le diffuser à l'antenne, etc. Entendre dire que il s'arrête au bout de 2 minutes et qu'après c'est pas possible de l'écouter pour des problèmes de mise à jour, c'est juste aberrant, quoi. Oui, c'est aberrant, mais il n'y a pas que ça qui est aberrant. J'ai entendu dans ce que vous avez raconté tout à l'heure que monsieur a la garde alternée. Bon, encore une fois, c'est vrai, on va rappeler, Jean-Marc, la présomption d'innocence, monsieur. Mais manifestement, il a été jugé au pénal sur une peine de sursis. Donc j'imagine que vous avez déposé plainte sur des faits très précis et qu'il a été jugé que sur ces faits de ce jour-là. Ce qui expliquerait qu'il ait été jugé, condamné à une peine relativement, j'allais dire presque laxiste, parce que 3-4 mois, clémente, on va dire, en tout cas pour le moins 3-4 mois avec sursis pour tout ce que vous décrivez, notamment ce qu'on entend dans les enregistrements, c'est vrai que ça reste, c'est extrêmement curieux. Et par ailleurs, madame, vous auriez très bien pu avoir aussi une ordonnance de protection qui vous aurait permis de demander l'autorité parentale exclusive, et vous pouvez toujours le faire, parce que c'est quand même extrêmement curieux dans ce contexte de violence à tous égards, que monsieur ait une résidence alternée sur vos 2 fils. Donc tout ça, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de questions. Ouais. Sophia, est-ce que vous avez le sentiment que la justice aujourd'hui est en train quand même d'avancer, parce qu'il ne s'agit pas ici non plus de faire le procès de la justice, parce qu'il y a aussi des choses qui bougent, il y a aussi des juges qui font bien leur travail, il y a des policiers, des gendarmes, et on le voit dans certaines affaires, et certaines femmes qu'on reçoit ici, on voit que parfois les gendarmes réagissent très bien, les policiers réagissent très bien, donc ne faisons pas non plus de problèmes locaux, j'ai envie de dire une généralité, mais on a quand même le sentiment malgré tout que les choses avancent, même s'il y a de grosses lacunes encore. Je pense qu'il y a une prise de conscience. On est quand même après MeToo, il y a une prise de conscience, mais il y a un manque de moyens réels, il y a un manque d'équipement, un manque de personnel. Je crois aussi que la justice est violente, c'est-à-dire que c'est la double peine pour Mélanie. Elle n'est pas entendue, elle n'est pas justifiée, elle est désenfantée. Donc... personnellement, moi, je suis en contact avec des femmes, justement, qui sont oubliées, qui sont silenciées. Aujourd'hui, d'où l'importance de venir en parler, venir en parler sur les plateaux, de faire entendre des choses. C'est ça, exactement. Je condamne, en fait, cette justice qui n'est pas à la hauteur, tout simplement. Et peut-être parce que Frédéric, même si c'est pas son vrai prénom, est présumé innocent, il faut quand même le rappeler. Je précise également que nous avons essayé à plusieurs reprises de joindre son avocat. On lui a même envoyé un mail. On n'a pas eu de réponse parce qu'on voulait entendre sa version également, mais on n'a pas eu de réponse de sa part. Et je précise sur la parole de l'enfant, c'est important, Sabrina Philippe, psychologue, l'enfant dit des choses, mais après ces choses sont analysées. C'est-à-dire que on se dit pas parce qu'il dit, c'est vrai. Exactement, depuis ou trop. On fait attention à la parole de l'enfant, qui n'est pas une parole qu'on prend dans sa considération, mais notamment par exemple les psychologues experts sont formés aussi pour recevoir cette parole et pour pouvoir l'analyser et essayer d'avoir une véracité dans les faits qui sont toujours un faisceau. C'est-à-dire qu'il y a des dessins, il y a des paroles, il y a un ensemble de comportements qu'on est habitué à repérer. Pour être sûr que l'enfant n'a pas été manipulé. L'enfant en lui-même ne va pas inventer des choses tout seul, mais il peut être manipulé par d'autres, surtout à 8 ou 10 ans, mais il peut être manipulé, donc on fait attention qu'il n'y ait pas de manipulation. Voilà, c'était important de faire ces précisions, parce qu'on n'est pas ici pour faire le procès de Frédéric, quelles que soient les horreurs qu'il ait fait ou pas fait. Simplement, c'est à la justice de faire son travail, et la seule chose que vous demandez, c'est que, non pas nous, mais la justice fasse son travail, le désigne comme coupable, s'il est coupable que Mélanie soit entendue. Exactement, que Mélanie soit entendue. Ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mélanie? Moi, je demande la protection de mes enfants, la protection de moi, une mesure de protection et d'éloignement. Vous avez peur, vous, aujourd'hui? C'est un homme qui est armé.
Il a une arme non déclarée. Il a acheté, c'était en 2017, en mai 2017. Il avait acheté à 100 € et elle fonctionne encore. C'est un calibre de Kalachnikov. J'ai donné les preuves à chaque fois que je dépose plainte. Je le dis. Rien n'y fait. Voilà. Moi, chez moi, je suis tout seul chez moi avec mon chien. Je suis pas rassurée. La nuit, si j'entends un bruit, des fois, ça m'arrive de faire des cauchemars. Je m'inquiète aussi pour mes enfants. Ils se retrouvent aussi avec un homme qui a été condamné pour des violences, ou il est accusé de choses graves aussi. Et c'est aussi un homme qui est armé. Je me dis, qu'est-ce qu'il serait capable de faire ou pas faire. Mais moi, je m'inquiète réellement pour la vie de mes enfants et la mienne aussi. Je demande une protection, un éloignement, vraiment qu'on soit mis en sécurité, surtout. Maître Roy, c'est possible ça, de demander ça? C'est possible via une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales. Encore une fois, je reviens sur l'histoire de l'autorité parentale qui pourrait vous être confiée de façon exclusive, c'est-à-dire qu'il n'aurait plus de possibilité d'avoir un droit de regard sur l'éducation des enfants. Et surtout, il faut la protéger physiquement, voilà, parce que c'est une peur physique que vous avez aujourd'hui. Oui, mais avec une interdiction de vous approcher, et vous pourriez même être muni de ce qu'on appelle le téléphone grand danger. C'est très difficile à obtenir quand même. Moi, je l'ai obtenu sur avis du parquet. Eu égard au contexte, manifestement aux plaintes que vous allez déposer, je pense que ce serait tout à fait envisageable. Vous allez peut-être vous reparler après l'émission pour voir s'il y a possibilité également de vous aider dans ces démarches, Mélanie. Merci en tout cas, Mélanie. Merci je voulais vous remercier vraiment énormément. Merci de m'avoir accueilli et de pouvoir me laisser de quoi m'exprimer, parce que je suis restée longtemps sous le silence, et aujourd'hui j'ai pu, grâce à vous, le faire. Remercier aussi un peu les réseaux sociaux qui se sont tous relayés. Vraiment, je vous remercie énormément. Écoute, on espère que ça va faire bouger les choses et on va continuer à suivre, à vous aider le plus possible. Merci Mélanie, merci Sophie également d'avoir été avec nous. On fait une pause et on se retrouve juste après en direct. À tout de suite.